démocratique du Congo. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre dans cette grande édition du journal. Voici l'essentiel à retenir. Des réactions à l'opposition après la rencontre Martin Fayulu et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ensemble pour la République reste sceptique quant à la proposition du leader de l'ESID visant à créer un camp de la patrie. Son secrétaire général invite à la prudence et à l'attente. Pour Dieudonné Bolenge Tengue, si l'idée mérite attention, elle nécessite d'être clairement explicitée par son initiateur afin d'éviter toute interprétation hâtive. Elle hausse le ton, elle dit non à ce qu'elle qualifie de clientélisme, népotisme et favoritisme à l'Assemblée nationale. Christelle Vouanga, élue de l'opposition, s'étonne que sa proposition de loi déposée depuis 2022 sur la drépanocytose ne soit toujours pas programmée pour examen en plénière alors que celle d'un élu de la majorité déposée en moins d'un mois soit programmée pour être traitée. Il est annoncé la semaine prochaine à Kolwezi dans la province du Lualaba. Le chef de l'État en visite du 10 au 13 juin 2025. Il sera dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs. Le décor est déjà planté à Kolwezi, chef-lieu de la province. Plusieurs délégations des différentes provinces et celles de la présidence atterrissent déjà dans la ville. On fera le point avec notre permanent sur place. Pas de consultation ce vendredi à l'hôpital général de Moba. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Une incompréhension entre un gardien de l'hôpital et un groupe des militaires s'est soldée par des scènes de violence. Un médecin qui a voulu jouer aux sapeurs-pompiers a été copieusement tabassé. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Isabelle Mwango. Bienvenue à tous. On s'interroge sur la décrispation du climat politique en RDC. L'opposant Martin Fayulu va-t-il réussir à fédérer toute l'opposition autour du chef de l'État à travers sa proposition de créer un camp de la patrie? Difficile de le savoir. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, est encore sceptique. Il invite à la prudence et à l'attente. Pour lui, si l'idée mérite attention, elle nécessite d'être clairement explicitée par son initiateur afin d'éviter toute interprétation hâtive. Il rappelle en outre que depuis la signature de la déclaration commune de l'opposition, aucun des signataires, y compris Martin Fayulu, ne s'est désolidarisé publiquement de son contenu. On l'écoute. Je crois qu'un camp de la patrie, ce n'est pas comme qui dirait créer une union sacrée avec tout le monde. Un camp laisse supposer l'existence d'un camp adverse. Mais on commettrait l'erreur de se précipiter à juger sa démarche. On risque de jeter les bébés avec l'eau du bain. Je crois qu'on ferait mieux d'attendre que l'État fasse son effet et que lui-même prenne la peine d'expliciter le contenu de sa pensée. Vous attendrez donc qu'il précise ses propos ou bien vous comptez aller à sa rencontre dans le cadre de l'opposition pour qu'il puisse préciser ses propos? Non, les deux ne s'excluent pas. Les deux ne s'excluent pas. Nous sommes des patriotes, nous sommes sur la même scène, nous sommes dans une, sauf une démonstration du contraire, dans une même famille de l'opposition politique. Donc on va probablement entrer en contact avec lui pour en savoir plus. Mais il ne s'agit pas que de nous. Ce serait mieux qu'il explicite sa pensée pour que l'opinion nationale soit fixée. On peut se poser la question légitimement de savoir qui va faire partie du camp de la patrie. Maintenant, par rapport oui, à la dernière déclaration commune de l'opposition dans laquelle Martin Fayulu est signataire, vous estimez qu'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à sa position actuelle? Non, vous êtes toujours ensemble. Nous estimons qu'il n'a pas réuni, je dirais, les engagements pris, sauf qu'il est en train d'éditer de nouveaux concepts pour lesquels l'opinion attend des explications. Quand on parle des cas de la patrie, il est en train de vous dire. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, interrogé par Trésor Kiyombo. Dialogue prôné par Martin Fayulu. Un autre sceptique, c'est Alain Bolodjoa, l'un des leaders de l'opposition au sein du sursaut national. Il estime que si la démarche peut partir d'une bonne intention face à la crise multidimensionnelle que traverse la RDC, elle pose néanmoins problème dans sa forme actuelle. Pour lui, dialoguer avec des acteurs et en poser des actes répétitifs
répréhensible contre l'État revient à leur offrir une forme d'impunité. Attaché au respect strict de la Constitution, ils rejettent toute initiative susceptible de créer un cadre parallèle aux institutions républicaines. On l'écoute. Bon, personnellement, moi, je trouve qu'il est en droit de le faire parce que le pays ne peut pas tarir de propositions. Parce que, étant donné que nous sommes en face d'une crise multiforme et multidimensionnelle, on a besoin de solutions. Mais fort malheureusement, je constate que ce n'est pas une solution en soi. Si ça peut se présenter comme solution, elle est partielle parce que justement, cette tendance va dans le sens de protéger le pouvoir. Ce n'est pas de protéger les acquis démocratiques. Parce que nous constatons que dans cette démarche, c'est comme si elle est suspensive de la Constitution. La Constitution a déjà créé un cadre pour que nous tous nous convergions dans de grandes questions telles que la sécurité, la défense, la gouvernance. Mais si on veut créer un nouveau cadre qui va à l'encontre de la Constitution, comprenez que je ne sois pas d'accord. C'est vrai, ils estiment que ça serait une solution pour le pays. Mais on va dialoguer avec des gens qui ont posé des actes répréhensibles contre l'État. Quelle est la meilleure solution ou la meilleure façon de procéder pour mettre fin à ces 3 décennies de guerre? Le respect strict de loi, et nous devons disgracier tous ceux qui ont pris des armes. Parce que le fait seulement que nous leur accordons un chèque en blanc, ça apparaît comme un fertilisant à la crise. Alain Bolodjo a du sursaut national. Autre réaction, c'est celle de la NOGECO, Nouvelle Jeunesse Congolaise. Elle est plutôt favorable à l'idée du dialogue proposé par Martin Fayulu sous la facilitation de la SYNCO et SCC. Pour ce mouvement patriotique de la jeunesse engagée pour l'unité et la paix, l'heure est au dépassement en vue de sauver la nation. Maître Dive Fouma, son président, appelle par ailleurs le chef de l'État à la mise en place d'un cadre qui soit plutôt inclusif. On l'écoute. La Nouvelle Jeunesse Congolaise, NOGECO, mouvement patriotique de la jeunesse engagée pour la paix, l'unité et la souveraineté de la RDC, salue l'appel lancé par le président Martin Fayulu en faveur d'une mobilisation nationale contre les menaces de balkanisation. Face à la gravité de la situation sécuritaire dans l'Est et à la progression des forces hostiles à l'unité du pays, la NOGECO appelle toutes les forces politiques, sociales, religieuses et citoyennes à se mobiliser dans la lucidité et la responsabilité autour de l'initiative de la SYNCO et de l'SCC pour un pacte de paix durable. Nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de l'unité nationale, d'ouvrir un cadre sincère, inclusif et franc de dialogue. Aux leaders politiques, toutes tendances confondues, Union sacrée, opposition, FCC, Ensemble, LGD, la Mouka, de mettre de côté les divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. À la jeunesse congolaise, de refuser la manipulation et de s'engager résolument pour un Congo uni, pacifique et souverain. La NOGECO réaffirme sa disponibilité à participer à toute initiative visant la cohésion nationale sous la médiation de la SYNCO et de l'SCC. L'heure est au dépassement, l'heure est au patriotisme. Ensemble, sauvons la République. On va prendre aussi une autre réaction de la société civile pour Maître Jean-Claude Katende de l'Azado. Il est important d'organiser un dialogue inclusif pour trouver une solution à la crise. Il espère que ce dialogue ne doit cependant pas être un outil politique destiné à sécuriser les intérêts des uns et des autres. On l'écoute. Je note d'abord que quand le président Tshisekedi avait accepté la demande de M. Fayulu, j'avais dit qu'il était important que cette rencontre ait lieu. Je pense que ça favorise en fait la cohésion nationale. Maintenant que cet appel est lancé, moi je suis tout à fait d'accord de la création de ce camp pour la patrie et aussi pour le dialogue, parce que je pense que dans le contexte où nous sommes, il est important que les Congolais se mettent autour de la table et discutent. J'espère seulement que ce dialogue va intéresser tout le monde. Ça veut dire que ceux qui seraient dans le camp de la patrie, mais aussi les autres qui font la guerre là-bas, les Congolais qui sont de ce côté-là. D'aucuns estiment que le dialogue est une vieille recette qui n'a pas produit les résultats escomptés. On ne peut pas refuser le dialogue, quelles que soient nos anciennes erreurs.
Je pense que si le dialogue est bien encadré et que tout le monde a en vue l'intérêt du pays que des individus ou des partis politiques, je pense que ça va marcher. Mais le problème chez nous a toujours été qu'il y aura toujours un camp qui voudra manipuler le dialogue pour protéger ses propres intérêts. C'est pour ça que ça ne marche pas. Maître Jean-Claude Katende de l'Azado, interrogé par Trésor Kiombo. Je l'ai annoncé dans les titres, il est annoncé la semaine prochaine à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Le chef de l'État en visite du 10 au 13 juin 2025. Il sera dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs. Le décor est déjà planté à Kolwezi pour la tenue de ces assises. Cette rencontre de haut niveau va réunir les chefs des exécutifs provinciaux autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant ce temps, plusieurs délégations des différentes provinces et celles de la présidence atterrissent déjà à Kolwezi en marge de ces assises qui va procéder. Le chef de l'État va donc procéder à l'inauguration de plusieurs édifices construits par le gouvernement provincial. Timothée Prince-Odia nous fait vivre l'ambiance qui règne à quelques jours de ces assises. Le soleil s'élève ces derniers jours sur une ville de Kolwezi en effervescence. Dans cette entité minière, épicentre mondial du cobalt, les rues arborent fièrement des affiches du chef de l'État Félix Tshisekedi où des messages de bienvenue expriment l'enthousiasme des populations locales. Ces mots, imprimés ou scandés, traduisent une ferveur populaire palpable. Des délégations d'avance, venues aussi bien de la présidence que des exécutifs provinciaux, arpentent déjà les artères de Kolwezi, témoignant de l'ampleur de l'événement. Sous l'impulsion des autorités provinciales et urbaines, la ville a opéré un véritable lifting. Des routes réhabilitées, des bâtiments administratifs rajeunis, des espaces publics assainis. Tout semble prêt pour accueillir les hôtes des marques de cette conférence nationale. En marge de cette conférence, le président Tshisekedi effectuera une visite des terrains pour constater l'impact des investissements locaux. Parmi les infrastructures à visiter figure l'aéroport international de Kolwezi en construction. À l'occasion, plusieurs autres édifices seront inaugurés. Il s'agit entre autres du bâtiment flambant neuf de la direction provinciale des recettes du Lualaba, de la clinique provinciale de référence Mwangeji, du bâtiment de la CENI, des deux bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat, de la salle de spectacle récemment achevée et bien d'autres ouvrages. Ce déplacement présidentiel, au-delà de la conférence elle-même, s'inscrit dans une dynamique d'encouragement aux efforts fournis par le gouvernement Masuka en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Le compte à rebours est donc lancé. Kolwezi n'attend plus que les signaux du chef de l'État pour faire vibrer les cœurs institutionnels du pays. Kolwezi, Timothée Prince-Odia, Top Congo FM. Et la coalition pastorale pour la bonne gouvernance, la nouvelle citoyenneté et le développement appelle le président Félix-Antoine Tshisekedi qui va arriver, je l'ai dit, la semaine prochaine à Kolwezi, à organiser un congrès avec la société civile pour réfléchir sur les solutions de développement de la RDC, selon Denise Nzila Kaïka, coordonnatrice nationale de cette organisation de la société civile qui s'est exprimée ce vendredi. Il est temps que tous les cadres de la société civile se réunissent autour d'une même table pour dire non à l'insécurité et oui à la paix, ainsi qu'au dialogue inclusif. Elle salue aussi le discours de Martin Fayulu qui a été reçu par le chef de l'État. Écoutez Denise Nzila Kaïka, coordonnatrice de cette structure de la société civile, au micro de Patient Lukusa. Mais c'est Martin Fayulu, un grand opposant. Et aujourd'hui, il revient avec une bonne proposition. Le cas de Copagorde dit ainsi, ces démarches-là, ça ne soit pas des démarches stratégiques politiques. Que ces démarches viennent dans son cœur, démarches sincères, parce qu'il y a des discours de stratégie politique. Opposant des républiques, vous n'êtes pas le président du Parlement, de l'Union sacrée, ni du gouvernement. Vous êtes le président du peuple. On vous demande à Lualaba, si possible, allons-y par l'approche du peuple. Recevez le petit peuple. Vous écoutez le petit peuple. Nous demandons de tenir un congrès urgemment avec la société civile. Celui qui se croit la société civile, qui veut défendre la cause de la nation, qu'ils viennent rapidement à la coalition pastorale, parce qu'on organise un congrès. C'est là qu'on reconnaîtra la vérité. Il y aura des propositions comment avoir la paix durable dans notre pays Congo. Nous disons non à l'insécurité partout et oui à la paix.
On va parler coopération transfrontalière entre la RDC et l'Ouganda. Les deux pays ont lancé hier, jeudi à Kinshasa, 2 projets visant à renforcer la stabilité, la résilience et la coopération. Il était aussi question avec cette initiative de réduire les coûts logistiques et stimuler le commerce dans les régions frontalières de la RDC et de l'Ouganda. Ces projets de 25 millions d'euros sont financés par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations et Trademark Africa. L'objectif étant de bâtir des économies transfrontalières plus sûres, plus efficaces et plus résilientes entre les 2 pays voisins. Écoutez Alexandra Simpson, chef de mission de l'OIM en RDC, sur des propos recueillis par Myriam Miragui. Vraiment, ce projet, ça tombe dans les objectifs de notre organisation. Alors, nous sommes très contents d'avoir un programme financé par l'Union européenne qui nous aide à vraiment accomplir des objectifs de l'organisation. Et ça, c'est que les gens, ils peuvent bouger, ils peuvent faire le commerce et tout en sécurité. Alors, pour nous, c'est de réunir les 2 gouvernements. On a des responsables du gouvernement d'Ouganda qui sont venus ici à Kinshasa aujourd'hui pour l'événement. Alors, avec les responsables des représentants du ministre des Affaires étrangères congolais aussi, d'écouter un peu les techniciens et vraiment de faciliter des discussions qui vont transmettre sur l'impact sur le terrain. Et ce programme, c'est avec focus Ituri. Alors là, nous voyons qu'on a beaucoup de capacité d'aider les populations des 2 côtés de la frontière pour améliorer le commerce et aussi de construire un sentiment de paix entre les 2 voisins. Ce programme, c'est une durée de 36 mois. C'est pas que OIM, on a aussi Trademark Africa qui est là pour la partie plutôt commerce. Alexandra Simpson, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en RDC. Les activités scolaires et sanitaires peinent à reprendre en groupement Bachouaga, Madioué, territoire de Béni, une année après les massacres de plus de 300 civils et des dizaines de disparus par les présumés ADF et alliés. En juin 2024, plus de 8 localités avaient été touchées par ce drame, dont Massaou et Massala. La société civile plaide auprès du gouvernement et ses partenaires afin que les structures de santé et écoles incendiées par les rebelles soient reconstruites pour permettre le retour de la population dans cette partie du Nord Kivu. Mushunga Bin Sikwaya, coordonnateur de la nouvelle société civile en territoire de Béni, est au micro d'Erickson Louemboui. Plus particulièrement dans la localité Bapakombe Pendekali, le village Massaou, Massala puis Maïtundulu, jusque dans le territoire de Lubero. Plusieurs activités scolaires et sanitaires, dont certains ont été incendiées par terroristes ADF, sont restées fermées jusqu'à ce jour. Suite à cette situation caractérisée par le massacre de la paisible population, une année aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs centaines de civils. L'État congolais doit jouer son rôle et veiller sur celui de protéger la paisible population et ses biens. Nous les rappelons encore une fois qu'il est inadmissible que la population soit massacrée pendant plus de 10 ans et que les autorités ne prennent aucune alternative pour prendre le dessus sur l'ennemi. Et puis au Congo central, le gouvernement provincial réaffirme sa détermination à faire face à la problématique de l'insécurité qui touche plusieurs localités de la région. Dans cette perspective, le vice-gouverneur Prosper Ntela a tenu une séance de travail jeudi à Matadi avec les bourgmestres des villes de Matadi et Boma. Au cours de cette rencontre, il a insisté sur l'importance de la sécurité des populations qu'il qualifie de priorité absolue pour l'exécutif provincial. Il a également souligné la nécessité d'une collaboration étroite et constante entre les autorités provinciales et les entités communales en vue de renforcer l'efficacité des actions sur le terrain. Explication Merdicita. Alors que l'insécurité ne cesse de gagner du terrain dans plusieurs entités décentralisées du Congo central, avec des cas d'agression armée, des cambriolages violents et même des viols perpétrés par des bandits, le gouvernement
gouvernement provincial intensifie sa coopération avec les autorités locales. Dans ce contexte préoccupant, le vice-gouverneur des provinces, Prosper Ntela Ntambedila, a réuni dans son bureau le jeudi 5 juin les 6 bourgmestres des communes des villes de Matadi et Boma, accompagnés de quelques adjoints. L'objectif, coordonner les actions face aux menaces croissantes et renforcer la sécurité dans les principales agglomérations de la province. Chantal Luzolo, bourgmestre adjointe de la commune de Mvuzi à Matadi, a salué l'initiative qu'elle considère comme un signe clair de l'implication des autorités provinciales dans l'appui aux actions locales de sécurisation. Nous sommes des entités territoriales décentralisées, nous avons des petits problèmes, nous sommes dans l'obligation de collaborer directement avec l'exécutif provincial. L'autorité a bien dit qu'il compte sur nous parce que c'est nous qui gérons au quotidien la base même et c'est dans nos communes que se passe tout ce que nous décrions aujourd'hui et qu'il est prêt à mobiliser comme moyen pour que la délinquance que nous décrions aujourd'hui soit hors de notre province. Dans une ambiance marquée par la responsabilité et la confiance, le vice-gouverneur a transmis au nom du gouverneur Grace Bilolo des instructions claires aux responsables municipaux. Depuis Matadi, Merdicita, Top Congo FM. Je l'ai aussi dit à l'entrée de ce journal, clientélisme, népotisme et favoritisme à l'Assemblée nationale, c'est ce que dénonce la députée nationale Christelle Vwanga. Cette élue de l'opposition s'étonne que sa proposition de loi déposée depuis 2022 sur la drépanocytose ne soit toujours pas programmée pour examen en plénière, alors que celle d'un élu de la majorité déposée en moins d'un mois soit programmée pour être traitée. L'élu de Funa accuse le bureau d'étouffer les initiatives parlementaires des députés de l'opposition. D'après elle, être député de l'opposition ne signifie pas être sous-député. Christelle Vwanga appelle ainsi le bureau caméré à revenir au bon sens. Elle est sur des propos recueillis par Gino Rema. Aujourd'hui, à ma grande surprise, l'Assemblée nationale aligne une proposition de loi d'un collègue membre de la majorité qui a déposé sa loi, ça fait seulement un mois. Un mois seulement, il dépose sa loi et il est aligné, alors que depuis 2022, je tourne pour faire aligner ma proposition de loi sur la drépanocytose au sein de l'Assemblée nationale. Et pire encore, madame, nous avons déposé une autre loi sur l'ordre des biologistes médicaux depuis l'année passée. Et cette loi n'a jamais été programmée à l'Assemblée nationale, mais à notre grande surprise, ce sont des collègues qui déposent des propositions de loi. Une semaine, un mois, ils sont alignés. Si je sors dans le média, c'est parce que j'ai épuisé toutes les voies des recours au sein de l'Assemblée nationale. Je suis député à ce que je sache, que je sois l'opposition, je reste député et la question de la drépanocytose, ce n'est pas une question de l'opposition ou de la majorité. Madame, je ne connais pas la corruption. Je ne sais pas comment payer pour faire tomber l'initiative d'une autre personne. Mais mon dernier message aux membres du bureau de l'Assemblée nationale est que l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie. Et la démocratie, c'est l'équité. La démocratie, c'est la justice. Et la justice, c'est la balance des faits. Ce n'est pas parce que l'un est membre de la majorité parlementaire et l'autre est membre de l'opposition parlementaire que je suis une sous-députée. L'article 152 de notre règlement intérieur le dit que s'il y a plusieurs auteurs en rapport avec la même l'initiative qui est prise en compte, c'est celle qui avait été déposée en premier lieu. Et allez-y dans les livres bleus de l'Assemblée nationale, vous allez voir qui avait déposé cette initiative en premier lieu. La voix de Christelle Vwanga, députée nationale de l'opposition. Allons-nous vers la stabilisation de la situation politique au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï central? Le vice-premier ministre vient d'autoriser la tenue de la plénière à travers un télégramme. Jacquemin Chabani ordonne que la police qui interdisait tout accès aux installations de cette institution soit levée. La plénière convoquée par le directeur administratif de l'organe délibérant devrait conduire à l'installation du bureau d'âge après que tous les membres du bureau de cette institution aient été visés par des pétitions de déchéance. Mais pour la société civile, les députés devraient se parler pour trouver une solution aux problèmes qui les opposent. Les tentatives de bloquer les plénières ne sont pas agréables. Emmanuel Isa Kaboukapu, président de la société civile du peuple, est au micro de Alain Saveur Makuba. Il est inacceptable, il est inadmissible aujourd'hui de vivre ce que nous sommes en train de vivre au Kasaï central.
Vraiment, c'est décevant pour nous autres. Les députés constituent aujourd'hui un corps. Ils doivent se parler, ils doivent se donner un conseil pour le bien de la population. Comme vous le savez, les conflits internes liés à l'Assemblée provinciale, liés aux députés provinciaux, n'engage nullement la population. Mais vous êtes sans ignorer également que l'Assemblée provinciale fait un contrôle vis-à-vis de l'exécutif qui est censé faire des choses pour l'intérêt de la population. Eh bien, il faut qu'il y ait la paix à l'Assemblée, que la population puisse espérer un bon contrôle de la part de l'exécutif provincial. Et donc, nous sommes désolés. J'invite aujourd'hui les députés provinciaux à se parler, à se regarder en face, à se dire la vérité pour sauver l'honneur. Parce qu'on est en train de parler en mal de l'Assemblée provinciale du Kassa centrale à travers la République, c'est des servants. Comme acteur social, je les invite à se retrouver autour d'une table. Je les invite chacun à ce qui les concerne de reconnaître les erreurs. Eh bien, le pardon demeure, reste la seule solution pour nous les chrétiens. Emmanuel Isaka Boukapou, président de la Société civile du peuple, c'est dans la province du Kasaï central. Elle a adressé une question orale avec débat au ministre provincial des ITPR. Norbertine Matanda, députée provinciale élue de Lemba, veut avoir des réponses claires du ministre concernant la construction et réhabilitation des routes à Kinshasa. Pour elle, plusieurs axes routiers dans la ville sont impraticables et dans un état piteux. Dans la commune de Lemba, son fief électoral, la situation est déplorable. Et dans sa question orale, l'élu de Lemba s'interroge sur l'agenda du gouvernement provincial quant à la construction et la réhabilitation des routes, le budget y afférent ainsi que le processus de passation des marchés. On l'écoute. Nous avons posé la question orale avec débat au ministre des ITPR provincial de Kinshasa. Ceci, c'est par rapport à une question qui nous pose les Kinois. Les Kinoises et Kinoises posent tant de questions qu'ils ont besoin d'avoir des réponses et des éclaircissements. Les Kinoises et Kinoises se plaignent. Ils se plaignent du jour au jour. Il n'y a pas moyen d'atteindre à temps les lieux du travail. Il n'y a pas moyen d'évacuer à temps les urgences vers l'hôpital. Il n'y a pas moyen que les élèves ainsi que les étudiants arrivent à temps parce que dans tous les quartiers, carrément, il n'y a plus de routes. Face à cette situation très désolante et très dramatique, ils nous ont demandé d'aller un peu poser la question au ministre des tutelles. C'est pourquoi nous avons fait cette question orale avec le débat au ministre. Il aura à nous répondre et aussi par rapport au choix des entreprises qui sont attitrées à réhabiliter ou à construire les routes et aussi par rapport au mélange de bétonnage. Il y a tant de questions et pas non plus des questions que nous allons poser au ministre. Donc, nous avons besoin des éclaircissements et nous avons besoin que le travail évolue. Norbertine Matanda, députée provinciale élue de Lemba. Zéro déchet dans la ville d'Issiro. C'est un défi que se donne le gouvernement provincial du Haut-Ouélé pour assainir la ville. Mais pour y arriver, le gouverneur mise dans la sensibilisation des leaders communautaires et les acteurs de la société civile. Dans ce face-à-face, le vice-gouverneur Christophe Dara Matata a donné des instructions claires. Il s'agit de rendre la ville propre, un environnement sain et vivable. Il estime que si les plastiques étaient considérés hier comme une innovation majeure, mais aujourd'hui, ils sont un véritable fléau environnemental aussi nuisible à la santé. On l'écoute au micro d'Alain Panguimo, correspondant de Top Congo dans le Haut-Ouélé. Zéro déchet dans notre province pour rendre notre environnement plus sain et plus vivable. Chaque jour, des tonnes de plastique dans nos rivières, nos avenues, nos poubelles, nos marchés et menacent notre santé, notre écosystème et notre avenir. Il est encore possible de refuser les sacs à usage unique qui inondent nos poubelles, bouchent nos caniveaux. Si autrefois les plastiques étaient considérés comme une innovation majeure, il est devenu un véritable fléau environnemental. Autrefois fertile, il devient de plus en plus et dangereux pour notre santé. Notre responsabilité est collective et notre réaction doit être urgente. Ensemble, réduisons le déchet plastique dans notre environnement. C'est un objectif réaliste et réalisable et surtout vital. Notre engagement en tant que membre du gouvernement provincial repose entre autres au renforcement des mesures pour réduire l'utilisation des plastiques. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, chaque ménage, chaque école, chaque marché, chaque hôpital, chaque église devienne acteur du changement.
Des étudiants en droit seront formés sur les questions environnementales pour qu'ils contribuent aux réformes dans le secteur de l'environnement. C'est l'une des motivations du projet Contribuer à l'émergence du droit de l'environnement par l'organisation des procès fictifs en RDC, un projet du JUREC, Justice pour l'environnement au Congo, lancé ce jour en partenariat avec le ministère de l'Environnement et Développement durable et qui, dans sa première phase, va se réaliser avec le concours des étudiants de 10 universités du pays. Maître Félix Credo Lila Kako est expert en droit de l'environnement et président du conseil d'administration du JUREC. Il en parle au micro de Gino Rima. Avec ces étudiants, nous allons d'abord leur donner des formations sur des questions de droit de l'environnement afin qu'ils s'habituent à cette science qui est noble. Et après ces formations, nous allons les encadrer afin qu'ils participent à ce qu'on qualifie de procès fictifs. Des procès fictifs, en fait, sont des procès que nous organisons pour permettre aux étudiants de s'habituer sur des questions environnementales, mais aussi de préparer des procès sur des thématiques assez précises. L'idée pour nous, c'était quoi? C'était de voir comment contribuer à l'émergence du droit de l'environnement dans des milieux universitaires parce que les étudiants constituent en fait la crème, la classe intellectuelle qui demain vont gérer ce pays. Seront des avocats, des magistrats, des juges d'entreprise et donc nous avons pensé les préparer sur des enjeux environnementaux afin qu'ils soient à même de comprendre ce qu'est le droit environnemental, du droit de l'environnement, de lever des options pour leur engagement sur ces questions. Et nous pensons que le projet devait intéresser les différentes parties prenantes engagées sur les questions environnementales. Alors, l'idée, c'est d'abord de former une classe de juristes spécialisés sur des questions environnementales et par la suite mener des plaidoyers pour arriver à des réformes sur des questions environnementales, tant sur le plan légal mais aussi sur le plan institutionnel et plus tard voir comment ça s'est dit dans le procès, avoir soit des chambres spécialisées en matière environnementale dans des juridictions de droit commun et plus tard arriver à créer des véritables juridictions environnementales en République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, une assistance humanitaire en vivre et non-vivre aux ménages les plus affectés lors des dernières inondations survenues à Kinshasa du 4 au 5 avril dernier. C'est l'ONG Women of Faith qui a posé ce geste grâce au financement de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Après une descente sur le terrain, l'équipe de Women of Faith a identifié 6 communes bénéficiaires de ce don, notamment Ngaliema, Bumbu, Mongafula, Massina, Matete et Limete. C'est un reportage signé Milva Kanyeba. Femmes enceintes, femmes allaitantes, personnes vivant avec handicap et autres vulnérables affectés gravement par ces inondations ont bénéficié de ces dons de l'association Women of Faith. La coordinatrice de l'ONG Women of Faith, Nadine Banze, s'est réjouie de la réussite de ces 2 journées d'assistance humanitaire débutées le lundi 2 juin et qui s'est clôturée mercredi 4 juin à Massina. Ça a été une réussite totale parce que tout le monde est satisfait et nos kits étaient constitués de sacs de riz, un sac d'haricots, un sac de semoule, un bidon d'huile, un sachet de sucre, un sachet de sel, un paire de draps, un pagne. Il y a eu de mousse à quelques familles. Le représentant de l'église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour, Ngaliema, a pour sa part souligné que ceci reste dans le cadre de ligne de mission de l'église qui est de soutenir le démuni. Nixon Lomena. Ligne de mission de l'église, c'est aussi pour soutenir les personnes qui sont en difficulté. C'est pas la première fois que l'Église intervient dans ces secteurs. À la commune d'Ngaliema, nous devons en être déjà à la 3e ou 4e fois. Donc c'est une habitude de l'Église pour intervenir là où il le faut. Et bien que sa mission principale est l'annonce de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Ces 2 journées d'assistance humanitaire ont été précédées par la descente sur terrain de membres de Women of Faith pour l'identification et l'enregistrement de victimes dans le site touché. Milva Kanyeba. Elles ont aussi apporté du sourire aux femmes détenues à la prison centrale de Makala. Une délégation des femmes membres de la dynamique des femmes candidates a visité les femmes prisonnières à qui elles ont remis les biens en vivre et non vivre. Cette activité était parrainée par l'une des membres de la DINAFEC, Madame Rita Bola. Explication Gino Rema.
Cette action de solidarité de la DINAFEC visait à apporter un soutien moral et matériel aux nombreuses femmes détenues dans ces centres pénitentiaires, parmi lesquelles figurent les femmes âgées, des jeunes mères et certaines incarcérées avec leurs enfants. Malheureusement, beaucoup d'entre elles vivent dans des conditions précaires, privées de toute assistance juridique et abandonnées par leur famille. Ces gestes de solidarité a été mené par l'une des membres de la DINAFEC, Rita Bola, qui est en même temps conseillère du chef de l'État en matière économique et sociale. Ma présence, c'était tout simplement de faire des dons à ces femmes-là. Il y a des femmes, des personnes âgées, il y a des mamans avec des bébés, il y a des femmes enceintes, des jeunes filles. Donc voilà, nous avons été au secours de ces femmes-là. À travers ces gestes, la DINAFEC réaffirme son engagement en faveur de la dignité, du droit et du bien-être des femmes congolaises, quelles que soient leurs circonstances, a précisé l'ancienne gouverneure des Mai-Ndombe. Je ne suis qu'une parmi les membres de DINAFEC. Notre association a préféré aujourd'hui aller visiter les femmes comme nous qui étaient à Makala. Vous êtes sans ignorer que je suis passé par là. Alors quand on sort de là, on ne reste plus insensible à celles qui sont restées là-bas, car sachez bien qu'il y a aussi des innocentes en prison comme je l'ai été. La délégation de la DINAFEC à Makala était conduite par Fideli Opango, responsable du département social de la DINAFEC, accompagné de la chargée de la communication de la structure, Mati Pongalivea. Et puis dans la ville de Kinshasa, des docteurs à thèse des universités ont passé leur journée et une bonne soirée au cabinet des ministres des Finances et du Budget. 2 d'entre eux y ont passé la nuit. Ils ont quitté le cabinet aux environs de 0 heure sans avoir obtenu la garantie d'être payés. Le ministre des Finances a promis de les accompagner et de les soutenir. Promesse sur promesse, ont-ils déploré un compte-rendu de Cyril Milandou. Ils sont de l'INIKIN, de l'IPN, de l'ex-ISC, de l'ISP et des autres institutions, des docteurs à thèse qui réclament leur salaire. Selon la professeure Aimé Okito, des arriérés cumulés nagent entre 1 à 5 ans. Depuis que nous avons soutenu notre thèse, nous enseignons, nous avons des activités en tant que professeurs, mais nous ne sommes pas payés en tant que thèse. Et c'est ainsi que nous sommes venus au ministère du Budget et des Finances réclamer qu'on nous remette dans nos droits. Nous sommes docteurs à thèse depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et même 4 ans, même 5 ans sans être payés, ce qui est inadmissible. Le professeur Timothée Nkodi rappelle des promesses non tenues par des autorités compétentes. Depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, on nous avait promis pour le T1, au mois de janvier, on n'a pas été payé. Les accords de Bibois avaient même parlé de nous. Il s'était entendu qu'on devait nous payer au TD, donc au mois d'avril. Malheureusement, rien n'a été fait pour nous. Et maintenant, là, nous tendons vers le mois de juillet, alors qu'on ne nous traite pas comme il faut. Mais toutes les institutions ont été saisies. Nous avons déposé toutes les correspondances possibles. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à notre problème. Ces docteurs à thèse habillés en toge sont arrivés au centre financier de Kinshasa, où se trouve le cabinet du ministre des Finances autour de 10 heures. Ils ont quitté ce lieu vers 0 heure. 2 d'entre eux y ont passé la nuit. Prétendu recrutement à CEP Congo SA, la direction générale fixe l'opinion. Un groupe de personnes non autrement identifiées répand des fausses informations à travers les réseaux sociaux. C'est dans le but de soutirer de l'argent à leurs victimes contre des prétendus recrutements. Joseph Chimanga, administrateur directeur général adjoint de cette entreprise pétrolière, précise que CEP Congo SA n'a émis aucune offre d'emploi, qu'elle ne monnaie pas les embauches de son personnel et que celles-ci sont communiquées au public par voie de presse autorisée. Cette entreprise pétrolière indique également que le prétendu compte d'un haut cadre de CEP Congo, directeur des ressources humaines par lequel ces recrutements en ligne seraient organisés, est un faux compte. L'entreprise invite le public à dénoncer auprès des autorités compétentes toute personne qui serait de près ou de loin mêlée à cette escroquerie. Et on va se quitter sur cette note malaise à l'ACHACO, Association des chargeurs du Congo.
Congo. Le comité directeur de cette association conteste l'élection de Mbouika Kondé au poste du nouveau président national de l'Achako. Miller Makis, cadre à l'Achako Kinshasa, précise que la procédure normale des textes qui régissent l'association n'a pas été respectée. L'élection organisée depuis Mbujimaï par Emmanuel Mbouika Kondé, député provincial, viole les dispositions de l'association. Il demande au collège des fondateurs de réorganiser les élections. On l'écoute au micro de Cécile Ngomba. Nous sommes allés pour les élections, mais il n'y en a pas eu. On va nous bloquer dans la salle pendant 2 heures en train de nous menacer. Vous ne sortirez pas ici si Emmanuel n'est pas élu. Lui-même, l'honorable, il va dire que si vous ne votez pas pour moi, quelqu'un va mourir ici. Ça, c'est une élection stérile, fabriquée par lui-même, hein, l'honorable. Vous imaginez, le collège de fondateurs avec 6 membres, et là, il se trouve lui seul. Le comité du directeur national, il se retrouve là-bas, et ces 2 autres là-bas. Tandis que tout le monde, au nombre de 15, il se retrouve à 3 là-bas. Et en plus de cela, qui a autorisé ces élections? Il n'a pas qualité. C'est le collège de fondateurs qui doit réorganiser les élections. Nous demandons seulement l'annulation pure et simple des manœuvres là, d'une élection que nous n'avons même pas l'idée que quelque chose peut se faire là-bas. Tout ce qui s'est fait là-bas, c'est en violation flagrante de notre statut et règlement d'ordre intérieur. Le monsieur là était déjà sanctionné par le collège de directeur national. On l'a sanctionné pour le mettre hors d'état de nuire. Tout ce qui se passe là-bas n'engage que eux-mêmes. Ça n'engage pas l'Achako. Nous sommes allés un peu vite en besogne. On va prendre 2 dernières nouvelles avant de se séparer. Bancarisation de la paye du personnel de santé. L'espace syndicat des professionnels et administratifs de santé sollicite le changement de banque de paye de tous les agents de santé. Dans une correspondance adressée au secrétaire général à la santé publique, ces agents payés par Access Bank et BGFI Bank sollicitent la délocalisation vers Equity BCDC Kinshasa ou Rabank pour la continuité de la paye. Dans une autre correspondance adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, l'espace constate avec regret les manquements persistants dans la gestion de leurs dossiers et l'absence de mise en œuvre des accords pourtant essentiels à leurs légitimes revendications. Les syndicats des professionnels administratifs de santé dénoncent ainsi le non-respect des engagements pris par le gouvernement relatifs à la promotion en grade de personnel de santé, l'organisation des hôpitaux publics de référence secondaire, mais également leur exclusion des travaux de politique salariale initiés par le gouvernement. Suivez Joseph Kibangula, rapporteur et secrétaire général de l'UNIC. Il s'est exprimé jeudi à l'issue de la réunion évaluative du niveau d'avancement des accords signés entre le gouvernement et le banc syndical. Il est au micro de Peggy Abeno. Nous venons de rédiger une correspondance à l'endroit de notre ministre de tutelle pour lui rappeler toutes les questions pendantes qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent. Nous demandons au ministre de la Santé publique de revenir à la raison, de recommencer le travail d'alignement à la prime de risque dans un délai bien raisonnable et de donner suite à toutes les questions qui lui ont déjà été posées auparavant. Concernant la politique salariale, vous êtes sans savoir que le 24 avril passé, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a honoré les agents et fonctionnaires de l'État en lançant personnellement les travail en rapport avec la politique salariale en République démocratique du Congo. Mais par le grand étonnement, nous avons constaté jusqu'à ce jour que les travaux se font sans l'implication d'un secteur vital comme la santé. Nous sommes totalement et complètement ignorés par les organisateurs. En écoutant ce que nous venons de faire, nous leur demandons de prendre toutes les dispositions utiles pour l'implication du secteur de la santé et en l'occurrence le banc syndical. Parce que cette politique salariale ne peut pas se faire de manière telle que nous le constatons en ce moment, sans implication du secteur de la santé qui est une particularité dans la fonction publique. Dernière nouvelle et on se quitte. Pas de consultation ce vendredi à l'hôpital général de Moba dans la province de Tanganyika. Une discussion entre un gardien de l'hôpital et un groupe de militaires a mal tourné. Elle s'est soldée par des scènes de violence. Un médecin qui a voulu jouer aux sapeurs-pompiers a été copieusement tabassé. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Voilà
Voilà, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Cécile Ngomba, Trésor Kiombo sous la coordination de Mamichela. On va dire merci à l'équipe vidéo qui a assuré la prise de vue via notre chaîne YouTube. Également merci à Alain Pascal Mbungu qui était du côté de la prise de son. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes qui nous avez suivis de partout. À très bientôt pour une nouvelle édition du journal. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC.